Je veux aussi adresser un petit mot affectueux à mon ami et frère, l'honorable Ismaïla Wane. Ismaïl, j'ai éprouvé une immense satisfaction de savoir que ça allait être toi, mon suppléant. Depuis plus de 10 ans que nous cheminons, tu as toujours fait preuve, en toutes circonstances, d'une loyauté absolue, de désintéressement rare, d'une abnégation totale. Ton amitié sincère restera l'un des biens les plus précieux que m'ait offert l'engagement public. Pour ma part, chers collègues, comme vous le savez tous, j'ai été député pendant 5 ans, 5 longues années. J'ai connu les bancs étroits de l'opposition parlementaire, les joutes oratoires acharnées et parfois l'épuisement du combat solitaire contre des majorités qui confondaient la force du nombre avec la légitimité du droit. Puis j'ai été maire avant d'être appelé à devenir Premier ministre. Cette expérience, renforcée par mon parcours technique dans la haute fonction publique et la parfaite connaissance de tous les dossiers gouvernementaux en cours, seront des atouts précieux pour la montée en puissance de notre Assemblée dans ses rôles constitutionnels. Mesdames et Messieurs les députés, en entrant aujourd'hui dans cette Assemblée nationale avec la responsabilité de la présider, je mesure pleinement la gravité du moment historique que traverse notre pays. Me voici appelé à conduire l'institution chargée de représenter directement la souveraineté populaire. Certains y voient une crise, d'autres un déchirement. Moi, j'y vois d'abord une épreuve de vérité pour notre démocratie. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire. Ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque que la politique est l'art suprême parce qu'elle a pour finalité le bien commun. Non pas pour le bien d'un clan, non pas pour la conservation d'un pouvoir pour lui-même, mais le bien de la cité. Il rappelait également qu'aucune cité ne peut durer si la vertu disparaît de ceux qui la dirigent. Au Sénégal même, cette question de l'éthique du pouvoir ne nous est pas étrangère. Le président Mamadou Dia rappelait déjà, au lendemain de l'indépendance, qu'aucun projet de transformation nationale ne peut survivre si les dirigeants confondent l'État avec leurs propres intérêts. Pour lui, la souveraineté ne pouvait pas être seulement politique. Elle devait être morale, économique et sociale. Il savait qu'un pays peut disposer d'un drapeau, d'un hymne national et d'institutions tout en demeurant prisonnier de pratiques qui vident la République de son sens. Ce que Mamadou Dia avait compris très tôt, beaucoup de nations africaines l'ont découvert parfois trop tard. Un pays peut survivre à la pauvreté matérielle, mais rarement à l'effondrement de sa morale publique. Une nation ne meurt pas seulement de pauvreté économique, elle peut mourir de fatigue morale. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur et de calcul. Elle peut mourir lorsque les institutions cessent d'être au service du peuple pour devenir des instruments de confort, de peur ou de calcul.
Nous venons d'une longue histoire de désillusion africaine. Combien de peuples ont vu des mouvements de libération devenir des appareils de domination? Combien de promesses de rupture se sont dissoutes dans les privilèges, les accommodements et les silences? Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elles réclamaient hier? Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, posait une question redoutable. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Qu'est-ce qu'un État sans justice? Sinon une grande association de brigands. Cette phrase demeure d'une actualité implacable pour toutes les nations du monde. Lorsque la puissance publique cesse d'être ordonnée à la justice, elle ne produit plus la confiance, elle produit la résignation et la colère. C'est pourquoi je veux le dire ici avec gravité. La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Notre responsabilité historique est immense car notre peuple a beaucoup souffert pour rendre possible la révolution citoyenne par les urnes de 2024. Des jeunes sont tombés, des familles ont pleuré, des citoyens ont connu la prison, la peur et parfois l'exil. Le peuple sénégalais n'a pas porté notre projet au pouvoir pour assister à une simple permutation d'élite. Il l'a porté pour restaurer une certaine idée de la dignité publique. Cette fidélité intérieure à la dignité d'un peuple traverse toute notre histoire nationale. Aline Sitoé Diatta avait déjà compris qu'un peuple ne demeure libre que lorsqu'il refuse intérieurement la résignation. Face à la domination coloniale, elle ne disposait ni d'armée, ni d'État, ni d'institutions. Elle ne possédait qu'une force morale, la conviction qu'aucune puissance n'est durable lorsqu'elle exige d'un peuple qui renonce à sa dignité. Cette leçon demeure actuelle. Les nations commencent à se perdre le jour où leurs dirigeants demandent à leur peuple de s'habituer au renoncement. Cheikh Ahmadou Bamba, lui aussi, nous a transmis. Cheikh Ahmadou Bamba, lui aussi, nous a transmis une autre leçon essentielle dans les périodes de tension. La véritable force ne réside pas seulement dans la conquête du pouvoir, mais dans la capacité à demeurer maître de soi lorsque survient l'épreuve. Il savait qu'un homme peut perdre une fonction sans perdre son honneur, et qu'un peuple peut traverser les tempêtes sans abandonner sa dignité. Cette sagesse doit aujourd'hui nous guider collectivement. C'est précisément pour cette raison que les institutions ne peuvent être neutres face à la question morale. L'Assemblée nationale doit être le cœur battant de cette exigence éthique. Et je mesure parfaitement le symbole de cet instant. Les principes et les préceptes que je viens de citer, je les ai développés bien avant, lors de la campagne législative de 2022, lors de la campagne législative de 2017 et lors de la campagne législative de 2024. Il n'est qu'à remonter à mes différentes déclarations et à mon interview avec Walfadjri pour voir qu'il y a une cohérence dans les propos que je tiens sur le rôle qui doit être celui de l'Assemblée nationale. Et je mesure parfaitement le symbole de cet instant. Certains croyaient que le limogeage d'un Premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. Le peuple demeure la source du pouvoir. Et cette Assemblée, forte de la confiance massive accordée au